Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir Patrice Tacita, avocat mais aussi écrivain. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous publiez chez Caraïbes Éditions Le Serment des femmes aux fantômes de 1967, un livre à paraître le 19 février. Un roman dans lequel le héros n'est finalement pas Jacques Nestor, comme on pouvait s'y attendre, le membre du Gong abattu par les forces de l'ordre alors qu'il manifestait avec les ouvriers du BTP en mai 67. Mais l'héroïne, finalement, c'est Jacqueline Nestor. Oui. Alors, c'était une façon de rendre justice à sa veuve ? Oui, à sa veuve, depuis très, très récemment, qui a vu l'aube de ce roman. Et aussi aux femmes qui sont un peu les oubliées de ce moment-là, parce qu'elles n'étaient pas du tout arrêtées. Il n'y a aucune femme qui a été détenue ni à la santé ni à Pointe-à-Pitre. Elles ont pourtant été des veuves, des femmes de détenus. Est-ce qu'elles ont joué un rôle aussi ? Oui, je pense qu'elles ont joué un rôle, pas peut-être en direct, parce qu'elles n'ont pas participé aux négociations, mais elles ont joué un rôle parce que dans la rue, elles ont supporté les manifestants, parce qu'elles ont été aussi des mères de victimes, des femmes de victimes, des fiancées de victimes. Et elle, c'est l'héroïne par excellence parce que c'est la femme de celui qui va vivre et mourir. Donc elle porte cette souffrance-là jusqu'à il y a peu de temps sur cette terre. Alors, on peut lire des scènes intimes du couple Nestor. Est-ce qu'elles sont le fruit de votre imagination ou alors est-ce que c'est Jacqueline Nestor ou ses héritiers qui vous ont fait des confidences ? Non, c'est pas des scènes biographiques. Mais j'ai imaginé aisément ces scènes parce que je pense que quand dans un couple il y a une disparition tragique, de militants qui étaient très liés à sa femme, qui étaient très éperdument amoureux, il y a forcément des scènes qui sont universelles. L'amour, les étreintes, les secrets, les confidences, aussi les divergences de point de vue. Tout ceci fait partie de la relation universelle et je voulais aussi que les gens puissent se reconnaître dans cette histoire-là. Donc le lien entre le lecteur et Jacqueline Nestor, c'est aussi de montrer que elle est tout le monde, même si elle est une héroïne particulière. Alors, vous l'avez rencontrée, elle vous a donné son feu vert ? Alors, je l'ai rencontrée. J'ai rencontré il y a en 2012, que le roman a été commencé et achevé en 2012. Après un long cheminement, il paraît aujourd'hui. Et quand j'ai rencontré, effectivement, j'avais besoin de sentir qui avait été cette femme à ce moment-là. Je voulais un peu être aussi adoubé parce que c'était un moment assez délicat que de rentrer dans la vie de cette femme, de mettre un peu sa vie dehors. Et quand j'ai rencontré, on avait fait un serment qui consistait à ce qu'on se revoie quand le roman serait publié. Je l'ai revu il y a quelques mois et malheureusement, il ne verra pas ce roman publié. Mais je pense qu'au fond, on était très contents de se revoir. Et elle m'a dit toute sa joie de témoigner désormais de ces faits-là. Et comment les héritiers ont accueilli ce roman ? Alors les héritiers, ils sont encore un peu prostrés dans la peine, parce que leur mère a disparu au mois de novembre. J'en connais quelques-uns assez bien. Je pense qu'ils accueillent ce roman-là bien parce que c'est une femme qui aimait beaucoup la vie. Et ce roman lui donnera une vie, j'espère, pendant très très longtemps encore, une vie physique en tout cas. Et puis, ce sont des gens qui sont très aussi liés à cette histoire-là. Et donc, il se trouve que ce roman correspond un peu à la vision qu'ils ont de mettre cette histoire-là au niveau de tout le monde. Façon. Alors, dans ce roman, justement, vous mélangez de la poésie, de la romance, des rythmes du Gros-Cas aussi. Oui. Alors, c'est une œuvre littéraire assez polyphonique. Oui. C'est très audacieux. Quel était votre objectif en l'écrivant ? Alors, il était double. Le premier, c'est qu'en 2006, avec M. Rissi, qui est poète, nous avons écrit un manifeste littéraire qui visait à faire du Gros-Cas une matrice fondamentale à partir de laquelle toutes les formes d'art pourraient exister. Donc ce roman en est l'application. C'est l'illustration. L'illustration. Et je voulais aussi, à travers ce roman-là, ce objectif, montrer que finalement, il faut que le lecteur puisse comprendre que lorsqu'il lit, il est transporté vers l'universel, mais à partir d'une matrice qui lui est propre. C'est-à-dire, je voulais que le lecteur puisse penser que ce roman-là n'est pas limité au livre de la Guadeloupe, mais qu'il peut immerger tous les hommes dès lors qu'ils sont porteurs de souffrance et de joie. Alors, vous avez confiance qu'avec ce livre, vous risquez de surprendre, sur le fond comme sur la forme. Oui, mais c'est le but. Le but de la littérature, c'est de surprendre, en tout cas d'attirer l'attention. Et c'est de provoquer au partage. J'espère y être arrivé. Alors, vous écrivez aussi dans ce livre une scène presque drôle, j'ai envie de dire, entre Jacques Foccart et le général de Gaulle. On dirait presque que vous avez de la sympathie par rapport à ces événements, par rapport pour le général de Gaulle, et que vous semblez presque le dédouaner et ne désigner finalement qu'un coupable, Jacques Foccart. Alors, il y a un dédoublement fonctionnel, c'est-à-dire qu'effectivement, politiquement, il est responsable, puisque c'est lui le président de la République, il est en charge de l'ordre public, donc s'il y a des morts, Français qui ont été tués par d'autres Français militaires, effectivement, il est responsable. En même temps, Foccart était quand même très fortement lié au pays. Il fait partie de ce qu'on a dit Béquet ici. Et donc, il avait eu, à travers le CODIES, beaucoup d'avertissements comme quoi ils n'étaient pas très contents de comment on avait géré la grève de mars 67 à Basse-Terre. Il fallait donc réprimer fortement. Et je pense, nous savons aujourd'hui qu'il a eu un rôle essentiel dans la transmission des désidératas de cette classe. Vous en faites un portrait assez machiavélique. Hein, oui, mais c'est ce qui correspond à ce qu'il a fait. C'est un horrible personnage. Ici, en Afrique aussi. Bon, maintenant, pas que je dis de Gaulle, mais je pense que de Gaulle a eu la volonté d'avaliser
finalement sa politique de grandeur, qu'il s'agissait de conserver les colonies. Mais là, localement, par rapport à mai 67, il s'est laissé dépasser par des événements et l'influence de son conseiller. Il s'est dépassé par les événements de façon logistique. Mais politiquement, fondamentalement, je crois qu'il était sur la ligne Kofoka. Alors, vous vous inspirez donc c'est de la fiction, mais vous inspirez quand même évidemment de faits réels. Et à vous dire, on dirait que vous plaidez la théorie du complot. Alors là, on est toujours dans le registre de la fiction ou c'est bien la réalité? Alors, bon, je prends un peu la casquette d'avocat, comme on me pardonne un peu. C'est vrai que nous avons accès à des éléments de procédure, on ne va pas dire les dossiers ici, mais je pense qu'il y avait une volonté de réprimer le gong, qui commençait à avoir une audience assez populaire. Donc ça veut dire que Jacques Nestor, ce n'était pas une victime, c'était un martyr. Je pense qu'il était un martyr, qu'il est visé dès le départ, pendant un moment, et on cherche à l'abattre, et ce sera l'occasion arrivée. C'est ça. Alors ça, on a les preuves, vous avez des éléments? Bon, je ne vais pas le dire, on a quand même des éléments qui indiquent qu'on ne l'a pas visé par hasard. C'est ça, parce qu'il était tiré dans le dos. Oui, dans le dos. Et surtout, on a des éléments qui indiquent que c'était quelqu'un dont on savait qu'il avait une grande popularité et que cette popularité pouvait être mise au service d'une cause qui était celle des ouvriers du bâtiment. Donc, à partir de là, tous les événements s'imbriquent pour qu'on arrive au résultat de son assassinat. Donc, finalement, ce roman, qui est un peu de fiction, un peu inspiré de faits réels, c'est une vraie œuvre militante engagée de... Alors, si le militantisme, c'est effectivement de dire les souffrances d'un peuple, oui, mais c'est aussi une œuvre artistique, c'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on pense que le militantisme a cédé le pas à l'art. C'est aussi une œuvre artistique. Si l'engagement, c'est de faire en sorte que, à travers des événements malheureux, il puisse y avoir vie, oui, c'est une œuvre d'engagement. Alors, est-ce selon vous, on finira un jour par apprendre réellement de sources officielles ce qu'il s'est passé en mai 67 et quelle est la chaîne des responsabilités? Je pense que c'est déjà le cas. À partir du moment où vous avez une commission désignée par l'État français qui dit celle de Benjamin Stora, la commission Stora pour ne pas la nommer, qui dit qu'il y a eu assassinat, la vérité commence à émerger. Et quand vous laissez l'eau couler, tout le reste va céder. Mais le rapport de Benjamin Stora, il est assez elliptique. Il ne dit pas tout. Oui, mais il dit une chose essentielle, il dit qu'il y a assassinat. L'assassinat, c'est ni une tuerie, ni un meurtre initial, c'est une tuerie de masse. Et je pense que ça va provoquer que d'autres personnes puissent parler. Moi, je n'ai aucun doute que la vérité totale éclatera un jour. Vous pensez qu'il y a encore trop de gens qui ont des choses à dire et qui ne se sont pas exprimés? Oui, et je pense que la fonction de l'écrivain, justement, c'est de faire en sorte de mettre les choses au niveau de tout le monde, à travers la poésie, à travers l'émotion, pour qu'on puisse parler. Qui doit parler? Ceux qui sont victimes, qui ne parlent pas, qui ont peur de parler encore. Mais pourquoi ils ont peur de parler encore? Parce que quand on veut se protéger de l'horreur, on ne parle pas, on s'auto-censure. Parce qu'en parler, c'est revivre le moment, et c'est insupportable. Et aussi les bourreaux. Et les bourreaux, je pense que le bourreau peut être aussi touché par finalement sa conscience. Et je crois que ça finira par se faire. Je n'ai pas de doute dessus. Alors, en tant qu'avocat, vous avez engagé plusieurs procédures, une au civil, une au pénal. Oui. Vous représenterez donc les victimes. Alors, où elles en sont, ces procédures aujourd'hui? Est-ce que l'État peut être condamné? Alors, d'abord, je voudrais rendre hommage à ceux qui ont initié ce combat depuis longtemps, le GTG, le groupe NOM, Akio, mais aussi les confrères qui sont dans la procédure, qui sont assez nombreux. Et tout cet ensemble fait que les procédures sont en mouvement. Il y a une procédure civile qui va être reprise dans les jours prochains parce qu'effectivement, ma nièce aurait décédé, donc il fallait reprendre, réactualiser la procédure. Sur une nouvelle audience, un nouveau procès. Et puis, il y a une procédure pénale qui, aujourd'hui, a fait l'objet d'un classement sans suite et qui a été réactivée par nous devant le procureur général. Et nous attendons effectivement la suite de la procédure. Je crois qu'il y aura forcément une instruction qui sera ouverte. Merci beaucoup, Patrice Tacita, d'avoir participé à Questions Directes. C'est déjà la fin de cette émission. Tout de suite, l'information continue sur ATV Guadeloupe avec le journal de la rédaction. Bonne soirée.